est assez aisé de se demander si ce que l'on croit savoir sur l'histoire est réel. Et si cela ne s'était pas passé comme on le croit. Et si, par exemple, Marco Polo n'était jamais allé en Chine. Nous allons nous baser sur la très controversée thèse de Frances Wood que j'ai choisi de vous présenter. Alors, Did Marco Polo go to China, puisqu'elle n'a pas été traduite. Je ne vais pas la comparer aux autres thèses, ni même la défendre face à ces attaques, mais juste vous la présenter de façon globale et j'espère ainsi vous intriguer. D'abord, Marco Polo, qui est-il ? C'est un homme qui est bien connu, on le sait, qu'il est allé jusqu'en Chine et nous aurait écrit ce grand livre, le livre des merveilles, et il aurait aussi ramené les pâtes et les glaces en Italie, ou inversement en Chine selon le camp dans lequel on se trouve. Mais en réalité, peu de gens connaissent réellement Marco Polo puisque peu de gens ont lu le livre des merveilles. Alors, c'est ce livre qui s'appelle aussi Il Milione en italien, raconte vraiment tout ce qu'il a vu et son voyage. Alors rapidement, cela commence avec son père et son oncle, Niccolo et Maffeo, qui sont deux Vénitiens à Constantinople, qui étaient sous la protection du grand Kubilai Khan, et qui les avait envoyés en mission auprès du pape pour qu'ils amènent une preuve comme quoi leur Dieu est le plus grand. Au cas où, on ne sait jamais, ils pouvaient suivre le Dieu qu'il faut, si jamais c'est vraiment le plus grand. C'est donc en repartant vers l'Italie pour voir le pape qu'il récupère sur la route le jeune Marco Polo qui n'est âgé que de 17 ans. Il n'a jamais vu son père puisque son père était en voyage depuis tout ce temps. Alors malheureusement pour eux, l'église est vraiment dans une mauvaise passe puisqu'il a fallu 3 ans pour que Grégoire X soit élu, soit choisi comme pape, au point qu'il a fallu enfermer les cardinals au pain et à l'eau sec pour qu'ils se décident un petit peu plus rapidement. Et ça a marché beaucoup plus rapidement, bizarrement. Alors ils vont finir par repartir avec des légats du pape qu'ils vont laisser en chemin puisque ceux-ci ne veulent pas traverser des terres qui sont trop en conflit. Donc ils arrivent finalement avec juste la sainte huile qu'ils ont récupérée à Jérusalem devant le Grand Khan, et ils se disent que ça ne va pas être top. Mais celui-ci est satisfait et va être très heureux du jeune Marco Polo et va finalement le prendre sous son aile au point de lui confier des missions importantes et de le faire voyager dans tout son empire, notamment en Chine qui passe sous la domination des Mongols, d'abord la Chine du Nord en 1270, puis la Chine du Sud en 1279. Alors, on suit Marco Polo qui décrit finalement dans tout le livre les habitudes des peuples, les villes, il décrit tout cela, et à la fin, après de longues années en Chine, 26 ans au total, il finit par négocier avec le Grand Khan pour qu'il le laisse partir car celui-ci l'aime trop et ne veut pas s'en séparer, et il finit par réussir à repartir et arrive à Venise de façon bien connue puisqu'ils arrivent tous vêtus de guenilles et quand ils dévoilent tous leurs vêtements, en dessous ce sont des joyaux, les pierres précieuses qu'ils ont ramenées et étrangement tout le monde les reconnaît. Bon, c'est un petit peu louche. Après avoir vu de façon globale donc, cette histoire de Marco Polo, ou tout du moins ce qu'il en raconte, il est temps de se poser vraiment la question, est-ce qu'il est allé en Chine ? Alors c'est un pavé dans la mare vraiment qui a été lancé par Frances Wood en 1295 et qui a été la cible de nombreuses critiques puisque Marco Polo est vraiment un symbole, il ne faut pas oublier, c'est lui qui a fait connaître l'Asie vraiment à l'Europe. Et avant de commencer avec les incohérences et les arguments qu'elle nous propose, il est intéressant de se poser des questions un petit peu globales sur le sujet. D'abord, que font des Vénitiens en Asie mineure ou en Asie ? Ce n'est pas vraiment ce qui est le plus surprenant dans ce livre, puisque le commerce de produits exotiques, notamment les épices, qui servent très bien à cacher l'odeur d'une viande un petit peu vieille lors d'un repas, prend une place vraiment importante. On peut aussi penser à la route de la soie, qui était très recherchée. C'est donc pas si étonnant de retrouver des Vénitiens marchands en Asie mineure. Il y a d'ailleurs de la preuve des présences de Polo au Moyen-Orient, puisqu'il y a quelques documents qui attestent des liens de commerce, notamment des contrats ou encore des disputes. Mais ils ne sont mentionnés nulle part ailleurs en Asie, alors qu'il y a la mention d'autres marchands italiens. Il ne faut pas oublier qu'on en parle quand même en Asie. Il y a par exemple l'évêque de Pékin, qui était Jean de Montecorvino, un Italien donc, qui décrit un marchand, Pierre de Ducalonghi, qui était donc italien lui aussi,
qui lui aurait envoyé une lettre au pape depuis Karakorum par des marchands vénitiens. Donc on voit qu'il y a d'autres marchands italiens, mais il n'y a nulle part le nom des Polos, alors que d'autres noms sont envoyés. Ces marchands vénitiens pourraient être les Polos qui ont été envoyés pour le pape. On ne sait jamais. Finalement, il n'y a que très peu de preuves du passage des Polos, mais il y a quand même suffisamment pour attester de leur présence au Moyen-Orient, mais c'est tout. Et c'est vraiment à partir de là qu'il faut se poser la question, est-ce que le reste du voyage s'est passé comme décrit, puisqu'il y a un doute qui reste sur pour être envoyé au niveau du pape, puisque un document nous atteste que ce sont des marchands vénitiens qui se sont occupés. Il y a donc un doute raisonnable. Mais pour le reste de l'histoire, il n'y a rien. Alors, il y a au fil du récit de nombreuses incohérences, vraiment, que ce soit géographiquement ou avec les sources. Que ce soit Marco Polo fait des erreurs de direction, il parle de l'Est au lieu de l'Ouest, ça peut arriver encore, on oublie au bout de 26 ans. Mais il a aussi confondu des événements, par exemple il parle de la première invasion d'une flotte mongole qui se serait échouée sur les côtes japonaises en 1274. Sauf qu'en fait il s'agit de la seconde invasion, il se serait mélangé entre deux événements, et de plus le bateau mongol qu'il décrit ne respecte absolument pas, n'est pas du tout ce que l'on trouve. Donc il faut voir que l'archéologie là est vraiment en désaccord avec ce qu'il dit, et il est bon de noter qu'aucun autre objet décrit par Marco Polo n'a été retrouvé. Donc on a encore un doute raisonnable sur les autres, mais on peut penser que tout ce qu'il a décrit est faux s'il n'y est jamais allé. Marco Polo a aussi clamé une certaine intimité avec le Grand Khan. Seulement il n'y a aucune référence au polo dans les sources asiatiques. Et je ne parle pas que des sources officielles, il y a aussi les sources un petit peu moins prestigieuses, comme les cahiers des courtisanes, les journaux intimes, ou encore les gazettes des grandes villes. Puisque il y a quand même d'autres sources qui citent d'autres étrangers, notamment les sources officielles qui mentionnent des médecins indiens, alors que lui, qui s'est indiqué comme travaillant comme émissaire officiel, n'a aucune place dans les sources. Moi, je trouve ça un petit peu louche. Certains ont voulu dire qu'ils ont trouvé le nom de Marco Polo dans les sources chinoises, mais en fait, ce qu'ils ont trouvé, ce sont des transcriptions. Donc, c'est-à-dire que le nom Polo n'existe pas en chinois et aurait été transcrit sous la forme de Bo-lo. Sauf que on n'est pas sûr que cela correspond vraiment au polo, et on a trouvé une trentaine de références au nom Bolo, et cela ne correspond pas aux affaires qu'a fait Marco Polo. Donc du coup, cela ne veut absolument pas dire que ce soit pour Marco Polo le fait que l'on retrouve cette transcription. Toujours par rapport aux sources, à la fin de son voyage, pour repartir, il doit amener une princesse de Chine jusqu'en Perse, pour finalement se rendre compte que le mari prévu pour la princesse est mort entre-temps. Ça, c'est vraiment pas de bol, mais bon, ça arrive assez fréquemment quand même à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose qui est attesté dans les tests mongols, dans les tests chinois, et aussi dans les sources perses de Rachid al-Din. Seulement, il n'y a aucune mention d'étrangers, ou d'italiens tout simplement, qui accompagnent la princesse. On peut donc se demander si Marco Polo ne se serait pas inspiré de ce fait pour se vanter un petit peu. En plus de cela, parce que j'ai l'impression qu'il avait des sacrées chevilles, ce Marco Polo, il clame qu'ils étaient les premiers latins que le grand Kubilai Khan avait rencontrés. Alors ça ne correspond pas du tout à l'ambiance de la cour mongole, qui était très ouverte pour l'époque aux étrangers. Et en plus, on sait qu'en 1260, les sources officielles nous parlent d'un groupe d'étrangers qui semblent venir d'Europe du Nord au vu de leur description. Enfin, Dolon, Vikings, tout ça. Un peu comme moi, parce que moi je viens de Bretagne, donc c'est un peu raté. Mais cela prouve qu'ils n'étaient pas donc les premiers Européens à venir, et en plus on a un marchand, Rubruck, qui nous décrit de nombreux étrangers, notamment un bijoutier parisien ou encore des Anglais. Donc au vu de la foule d'étrangers qui semble y avoir là-bas, ils ne sont pas les premiers Européens, et cela semble peu probable que ce soit même les premiers Italiens, puisque les Italiens étaient quand même de grands marchands. En tout cas, de tout cela, il en ressort que soit Marco Polo a clairement exagéré sa place auprès de l'empereur, ce qui est sûrement probable de base, puisque c'est quand même étrange qu'on ne retrouve aucune source s'il était si proche qu'on le dit, ou tout simplement, de façon plus tranchée, Marco Polo n'a jamais été en Chine, n'a jamais été jusque-là auprès de l'empereur.
Cela peut notamment être corroboré par le fait qu'il utilise seulement des termes perses et non chinois. Ce qui est quand même étrange, quand on passe 26 ans en Chine, on finit par connaître les termes plus ou moins, enfin au moins pour certaines choses. Il n'utilise que des termes perses et non pas chinois. Alors, si déjà là on a quand même un certain doute, on est un petit peu confus, il est assez choquant de se rendre compte qu'en plus de cela, Marco Polo a omis beaucoup de choses sur la culture chinoise. Ou alors il est passé très rapidement sur des choses importantes. Je le rappelle, il est resté 26 ans. En 26 ans, on a le temps de s'imprégner de certaines choses. D'abord, les billets. Alors Marco Polo, il en parle, bien sûr, mais il n'explique absolument pas le procédé de fabrication. Alors le procédé de fabrication, c'est la xylographie, c'est-à-dire la gravure sur bois, et ça, il n'en parle pas du tout, il parle juste des billets. Alors je le rappelle, un petit point, on est à environ 100 ans avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Je sais pas, si à sa place j'avais vu ça, j'aurais au moins été intriguée, et il aurait sans doute aussi été peut-être même réjoui de ça, il aurait peut-être pu rapporter cette technique dans son pays. Enfin, je sais pas, mais je pense que si on sert un empereur, on a quand même un minimum de jugeote. Enfin, c'est pas le premier né, quelqu'un qui n'a pas du tout de curiosité, qui peut être aussi haut dans la hiérarchie. Quitte à rester dans l'imprimerie et dans l'écriture chinoise, il est assez intéressant que Marco Polo ne parle pas du tout de l'écriture chinoise, ne parle pas de sa spécificité. Alors pourtant celle-ci fonctionne avec des idéogrammes, c'est donc totalement différent de ce qu'il a vu, que ce soit en perse ou même le latin ou l'italien. Et donc c'est assez étrange qu'il n'en parle pas, parce que ça doit quand même être assez choquant pour un Européen de se rendre compte de cela. D'ailleurs, Rubruck, dont je parlais tout à l'heure, lui a longuement parlé de ce système d'écriture complexe. Et je trouve qu'il est quand même difficile de concevoir que quelqu'un qui était en mission pour l'empereur, qui est donc lié à la bureaucratie, ne s'intéresse pas du tout au système d'écriture. Il devait sans doute avoir des messages de temps en temps, je ne sais pas, enfin... Soyons logiques, c'est quand même vraiment étrange. Pour continuer dans les omissions de la culture, il ne mentionne pas du tout le thé. Alors oui, on peut se dire, oui, le thé, c'est pas si important, mais ça reste un élément très important de la culture chinoise, et en plus, à côté, il décrit parfaitement bien toutes les boissons et les vins lors des banquets, donc pourquoi ne parle-t-il pas du thé? Surtout que les villes qu'il décrit sont souvent réputées pour leur thé. Par exemple, on a le Wulong à Fujian, ou encore on sait qu'à Hangzhou, il y avait de très nombreuses maisons de thé qui étaient un petit peu partout dans les rues, et c'est une description de 1275 qui ça nous le renseigne. Alors c'est un petit peu après Marco Polo, mais je doute qu'en 5 ou 10 ans, d'un seul coup, il y ait des maisons de thé qui aient fleuri partout. Je pense qu'elles étaient là avant. Il a aussi oublié un autre phénomène. Alors, Marco Polo parle très bien des femmes. Il parle de leur beauté, de leur technique de séduction, mais il ne parle absolument pas des pieds bandés. Vous savez, les pieds bandés, le truc qui a fait focaliser les Européens sur les Chinois pendant des années en pensant que c'était juste des barbares parce qu'ils ne faisaient que ça. Marco Polo, alors lui, il n'en parle pas du tout. Pourtant, ceci était vraiment à la mode sous la dynastie des Song, donc contemporain ou presque de Marco Polo, et c'est donc étrange qu'il n'en parle pas du tout. C'était réservé certes à des femmes de la haute société. Mais c'est quand même assez étrange qu'il ne parle pas du tout de cette pratique qui empêche la femme de se tenir debout sans les chaussures adéquates. Et puis bon, ça se voit quand on a des pieds comme ça. Certains ont voulu défendre Marco Polo en indiquant que les Mongols n'avaient jamais adopté cette pratique. Alors certes, il était sous un empereur mongol, mais les femmes qui étaient là depuis 25 ou 30 ans avant l'arrivée des Mongols avaient déjà les pieds bandés. Leurs pieds n'ont pas grandi dès que les Mongols sont arrivés. Il aurait dû normalement en voir. De plus, on peut douter que certains ont indiqué que Marco Polo n'ait pas pu voir les femmes de la haute société, ce qui fait qu'il n'aurait donc pas vu ce phénomène. Mais c'est tout de même assez étrange pour un envoyé de l'empereur de ne pas être invité simplement des fois à des réceptions ou des choses comme ça. De plus, on sait que Friac Odoric de Porderon, qui a voyagé en Chine en 1320, lui décrit ce phénomène. Donc on est un peu moins de 50 ans après Marco Polo et il a accès à ce phénomène. Ce serait quand même étrange qu'en si peu de temps, d'un seul coup, les femmes se soient de nouveau bandées les pieds et qu'elles sortent dans la rue d'un seul coup et que n'importe quel étranger puisse les voir.
Mais ce n'est pas le seul oubli. En fait, il y a tellement d'oublis. Il ne parle pas de la pêche au cormoran, il ne parle pas des baguettes. Vous vous rendez compte? Il ne parle pas des baguettes. Ce qui doit quand même être assez étrange quand nous, en Europe, on est encore à la cuillère et les doigts. Et peut-être, non, même pas la fourchette. Mais la cuillère, le doigt, le couteau. Et eux, ils sont avec des baguettes. C'est quand même assez choquant au premier abord. Mais lui, il n'en parle pas du tout. Mais aussi, il a oublié quelque chose d'essentiel. La grande muraille de Chine. Vous savez, le truc super grand que tout le monde croit qu'on peut le voir depuis la Lune, ce qui est totalement faux au passage. Mais ça, il n'en parle pas. Alors, c'est un argument qui est assez difficile, puisqu'on ne sait pas quelle était la forme de la grande muraille de Chine à l'époque de Marco Polo, puisque celle-ci a varié en taille, en longueur et en largeur au fil des siècles. Alors, il est important de savoir qu'elle a été construite à la base par l'empereur Qin, il y a très longtemps, bien connu lui pour son tombeau de Xi'an. Décidément il aime bien faire les choses en grand, ce mec. Je pense qu'il avait un petit problème, il avait un petit complexe. Mais c'était donc à la base en terre et en argile. La muraille a été améliorée, notamment avec des tourelles de guet. On voit dans Mulan les tourelles avec les feux pour prévenir, voilà, c'est à peu près comme ça. Mais c'est surtout sous les Ming que cela va être amélioré à sa forme actuelle, c'est-à-dire en pierre. Alors les Ming, c'est après Marco Polo. Donc on ne sait pas si ça se trouve ce n'était que des remparts en terre, donc peut-être que on peut se dire que ça n'a pas marqué Marco Polo, mais tout de même c'est assez étrange qu'il serait passé dans des zones où la muraille existe, notamment au niveau des frontières avec les Mongols, puisque les Mongols ont envahi la Chine, mais ça n'a pas très bien marché la muraille, on dirait. Donc selon Frances Wood, ça reste quand même difficile pour quelqu'un qui passe en Chine à ce moment-là de ne pas mentionner ce système de défense. Surtout que forcément, quelqu'un a bien dû lui en parler, ça devait quand même être assez une fierté pour le pays à l'époque d'avoir un monument aussi grand. Enfin, moi je trouve que c'est quand même bizarre. Lorsqu'on ajoute à toutes ces omissions les nombreuses incohérences, on commence vraiment à douter de la véracité de ce soi-disant voyageur. Certains ont voulu trouver des excuses à Marco Polo. Forcément, c'est une grande figure, on ne peut pas laisser la première personne qui le critique s'en aller comme ça, on va donc lui chercher des excuses. Certains ont d'abord commencé par dire que c'était dû à des problèmes de transcription, de copie, de traduction tout simplement. Il est vrai que comme l'imprimerie n'existait pas, puisque Marco Polo n'a pas ramené la xylographie si jamais il a vraiment été en Chine, on copie tout à la main. Forcément, ça amène des erreurs. Et puis la traduction, on voit les ravages que ça peut faire, même aujourd'hui. Ça arrive encore aujourd'hui de faire des erreurs, et ça devait forcément arriver à l'époque. Mais ça, c'est une excuse qui peut marcher pour des petits exemples. Peut-être pas autant d'incohérences et autant d'omissions. On peut oublier de copier une partie du texte, mais si on oublie de copier les 3/4 d'un texte, on est quand même un sacré mauvais copieur. C'est donc une excuse qui n'explique pas tout, et qui n'excuse pas tout surtout. On a un autre argument qui est vraiment là non négligeable. Ce n'est pas Marco Polo, l'auteur du livre des merveilles. Quoi? Tu nous as menti depuis le début, tu nous parles de Marco Polo? Eh ben ouais, parce qu'en fait c'est Messer Rustichello qui a tout écrit, puisque c'est à lui que Marco Polo lui a tout raconté en prison. Ce qui explique vraiment ce côté très impersonnel de la narration, puisque c'est le nom de Marco Polo qui revient, mais il ne parle pas à la première personne, il parle de temps en temps à la première personne, parfois à la troisième personne, enfin bref, c'est assez étrange comme style. Et on peut donc penser que ce serait ce Rustichello qui aurait laissé des choses de côté, ou oublié certains, ça arrive, hein, l'erreur est humaine. Comme par exemple le thé, qui n'était finalement que des feuilles bouillies, on n'a peut-être pas saisi l'importance culturelle que ça peut avoir. Forcément, ça dépend comment Marco Polo lui a décrit aussi. Si par exemple Marco Polo n'aimait pas le thé, peut-être qu'il s'est pas arrêté pendant 3 heures pour dire que c'était important, il a juste dit des feuilles bouillies, c'est pas top, voilà. Mais est-ce que cette excuse est valable pour tout? Est-ce qu'on peut tout remettre sur le dos de cet homme? Enfin, le pauvre, quoi, on lui dit que tout est de sa faute, ça se trouve, il a juste voulu bien faire. Hein. La dernière explication, et celle que je préfère, est que le discours de Marco Polo serait un discours rapporté. Il aurait pu en effet se baser sur d'autres textes, puisqu'on peut comparer certains passages de l'histoire du monde de Rachid al-Din à certains passages de Marco Polo, puisqu'on retrouve les mêmes incohérences, les mêmes erreurs de direction,
Enfin, voilà, des choses qui font douter un petit peu que Marco Polo ait tout écrit tout seul. De plus, on sait que Rachid lui-même n'a jamais été en Chine, mais se basait sur des récits oraux ou écrits qui étaient contemporains. Donc ça aurait pu être Rachid qui se basait sur des récits qui disaient un petit peu n'importe quoi ou qui oubliaient des choses puisqu'il ne racontait pas tout, ce qui fait que Rachid écrivait ce qu'il savait et Marco Polo a écrit sur Rachid. Cette dernière hypothèse est vraiment celle que soutient notre auteur, qui corroborerait finalement que Marco Polo ait bien voyagé en Asie mineure mais ne soit pas aller plus loin. Il se serait juste inspiré des récits des marchands de passage qui ramenaient leur cargaison depuis la Chine. Il est temps de conclure sur cette vidéo. Je vous ai présenté donc une thèse possible et probable selon moi sur le voyage de Marco Polo, qui a connu au début de grandes critiques, ce qui est normal quand on s'attaque à un sujet qui tient à cœur les gens en histoire, mais qui connaît de plus en plus d'adeptes au fil des nouvelles découvertes archéologiques avec le temps. Il nous faut néanmoins éviter de juger trop sévèrement Marco Polo et Rustichello, qui si ça se trouve n'avaient tout simplement pas le même intérêt que nous pour certaines choses, ce qui peut peut-être nous choquer et expliquer ses omissions. Mais néanmoins, Frances Wood considère qu'il n'a jamais été plus loin que la mer Noire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut déprécier ce livre et ce récit qui nous apporte des choses intéressantes et qui nous révèle l'importance de la géographie mondiale à cette époque qui était dans un grand essor. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez vraiment pas à la partager, ça me ferait vraiment plaisir de voir que mon travail vous plaît. J'ai mis beaucoup de cœur et j'espère que vous ne serez pas ennuyés. N'hésitez pas à donner des conseils. Je débute en la matière, alors voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie et à la prochaine.